Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour le corrigé de l'épreuve de mathématiques spécialité du baccalauréat 2022. Exercice 1, A1A, c'est une fonction f qui est dérivable. Alors, on ne me demandait pas d'expliquer pourquoi, mais je vais quand même le dire. En fait, cette fonction-là est dérivable, donc si je compose avec l'exponentielle, j'obtiens quelque chose de dérivable. La fonction t donne 3t est dérivable aussi, et après je multiplie deux fonctions dérivables. J'obtiens donc une fonction dérivable, et donc c'est un produit donc de la forme uv, donc la dérivée ça va être u'b plus uv'. Donc f' est égal à ça, je simplifie. f' de t est égal à 0 quand ça vaut 0, c'est-à-dire quand t vaut 2, et donc j'ai le tableau de variation, et je fais le calcul, c'est évident. De A, le tableau de variation montre que... Alors, je vois qu'il y a un maxi un C, pardon. Il y a un maximum qui vaut 6 et qui est pris en t égale 2 heures. D'accord ? Tableau de variation montre que f de t est égal à 5, alors deux fois, parce que 5 est entre 0 et 6, et entre 6 et ça. Et donc, ici, parce que la fonction entre 0 et 2 est continue strictement croissante, donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il y a un unique alpha, tel que f de alpha est égal à 0, puisque j'ai 5 qui est entre ça et ça. La calculatrice me donne une valeur approchée à 10-2, qui est 1,02. De même, sur cet intervalle, il y a une unique solution parce que la fonction est décroissante. Entre 2 et 10, elle décroît de 6 à quelque chose qui est très petit. Et donc 5 qui est entre les deux, eh bien, il y aura une unique solution. Et cette solution, c'est, on me le donnait, bêta à peu près égal à 3,46 à 10 moins 2 près. De B, j'ai alpha, j'ai cet encadrement, j'ai celui-là. Donc je peux encadrer la soustraction par ça moins ça, et puis ça moins ça. Donc ça va être entre 2,43 et 2,45. 2,43 heures, ça fait 2,43 fois 60 minutes fois 60, donc ça fait 145,8 minutes. Et l'autre, il fait 2,45 fois 60 égale 147 minutes. Donc j'ai ça. La durée est entre 145 minutes et 147, donc 146 minutes à 1 minute près, c'est-à-dire 2h26. Partie B, question 1, U0 égale 2, question 2, U1 égale 70% de 2 plus 1,8, donc 0,7 fois 2 plus 1,8, 3,2. Question 2, UN plus 1, c'est 70% de UN plus 1,8, donc c'est 0,7 UN plus 1,8. 3A, il faut démontrer ça par récurrence, c'est vrai, l'ordre n égale 0, parce que U0 qui vaut 2 est inférieur ou égal à U1 qui vaut 3,2 est inférieur à 6. Supposons cette relation vraie à l'ordre n. UN plus E est égal à 0,7 UN plus 1 plus 1,8. Il va être compris entre 0,7 UN plus 1,8, c'est-à-dire UN plus 1, et 0,7 fois 6 plus 1,8, c'est-à-dire 6. Donc j'ai cette relation, UN plus 1 inférieur ou égal à UN plus 2 inférieur à 6. Et ça c'est quoi? C'est exactement celle-là, mais à l'ordre n plus 1 au lieu d'être à l'ordre n. Donc la propriété est vraie à l'ordre n plus 1, et finalement la propriété est vraie à l'ordre 0, elle est héréditaire. C'est-à-dire que quand on la suppose vraie à l'ordre n, elle est automatiquement vraie à l'ordre n plus 1. Donc d'après le principe de récurrence, elle est vraie quel que soit n appartenant à n. Question 3b, un plus 1 est entre un est inférieur ou égal à un plus 1 quel que soit n. Ça me dit que la suite un est croissante. De plus, un est inférieur ou égal à un plus 1 est inférieur à 6. Donc un va toujours être inférieur à 6. Donc la suite est majorée. Donc j'ai une suite qui est croissante majorée par 6. Donc convergente de limite L inférieure ou égale à 6. La question 3c, un plus 1 égale 0,7 un plus 1,8. Je passe à la limite. Limite de un plus 1, c'est pareil que limite de un, ça fait L. Limite de 0,7 un plus 1,8, c'est 0,7 fois L plus 1,8. Donc j'ai cette égalité par l'unicité de la limite. Donc je fais passer de l'autre côté, 0,3 L égale 1,8. Donc L égale 1,8 sur 0,3 qui fait 6.
Donc la quantité de médicaments se stabilise à 6 mg. Question 4a. Vn égale 6 moins un, quel que soit n. Donc Vn plus 1 est égal à 6 moins un plus 1, ce qui fait ça, 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 et donc 0,7 Vn. Vn plus 1 égale 0,7 Vn, quel que soit n, ça nous dit que Vn est une suite géométrique de raison 0,7. Son premier terme, c'est V0 égale 6 moins U0, c'est-à-dire 6 moins 2, 4. 4b, Vn égale V0 multiplié par 0,7 à la puissance n. Donc ça nous fait 4 fois 0,7 puissance n. Donc un, un va être égal, je vais passer de l'autre côté, à 6 moins Vn, c'est-à-dire 6 moins 4 fois 0,7 à la puissance n. Voilà. Donc un est égal, voilà, c'est écrit. Un supérieur ou égal à 5, à 5,5, ça équivaut à dire que 6 moins 4 fois 0,7 puissance n supérieur ou égal à 5,5, donc que l'on a 0,5 supérieur ou égal à 4 fois 0,7 puissance n, et donc que 0,7 puissance n est inférieur ou égal à 0,5 sur 4, ce qui fait 0,125. Et comme le logarithme du croissant, ça équivaut à dire que ln de 0,7 est inférieur ou égal à ln de 0,125. 0,7 c'est entre 0 et 1, donc son logarithme est négatif, donc je vais diviser par un nombre qui est négatif, donc ça équivaut à dire que n est supérieur ou égal à ln de 0,125 sur ln de 0,7 qui fait à peu près 5,83. La suite du n qui est croissante, ça on l'a déjà démontré, je crois, et la suite un est croissante, donc un supérieur ou égal à 5, à 5,5 pour n égale 6. Bon, alors, interprétation, en fait, il faut 7 injections parce que la première, elle correspond à n égale 0. Donc, de n égale 0 à n égale 7, il y a 7 injections. Exercice 2 1A, j'ai D, donc qui va être une droite. On peut remarquer, mais ça on ne le demandait pas, que A, effectivement, n'appartient pas à D, parce que sinon on aurait XA, c'est-à-dire moins 1 qui serait égal à 1 plus 2t, donc t égale moins 1, et YK serait égal à 2 moins t, c'est-à-dire 3, ce qui est faux. Dire que M appartient à D, ça équivaut à dire que, et là je fais passer 1, 2 et 2 de l'autre côté, que x moins 1, y moins 2, z moins 2 est égal à 2t moins t de t. Ce qui équivaut à dire, là j'ai les coordonnées vecteurs EM, et là j'ai t fois le vecteur U, en prenant E de coordonnées moins 1, 2, pardon, et 2. Donc ça équivaut à dire ça, et ça équivaut exactement à dire que M est sur la droite qui passe par E de vecteur directeur U. Voilà. Donc c'est bien une droite. Je retrouve que c'est bien une droite. 1B. Le point B, je peux l'écrire 1 plus 2 fois moins 1, puisque c'est moins 1. D'accord ? Et 3, je peux l'écrire, donc il faut que j'écrive comme ça. 3, je peux l'écrire 2 moins moins 1. Et puis, donc toujours avec le moins 1. Et puis le dernier, c'est 2 plus 2 moins 1, fois moins 1, ça fait bien 0. Donc en fait, le point B, il vérifie bien ça, donc il appartient à B. Un point C, le vecteur AB, il a ces coordonnées-là. Je fais scalaire U, c'est-à-dire scalaire. Donc le vecteur U, c'était ça, donc ça fait 2 fois 0, moins 1 fois 2, plus 2 fois moins 3, ça fait moins 8. Question 2A, donc j'ai mon plan qui passe par A, qui est orthogonal à la droite D, qui est porté par le vecteur U. Donc intersection en H, qui va être le projeté orthogonal de A sur la droite D. Dire que M appartient à P, ça équivaut à dire que vecteur AM est orthogonal à U. Alors le vecteur AM, voilà ses coordonnées. Donc ça équivaut à dire que le produit scalaire AMU est égal à 0. Autrement dit, alors quand je fais AMU, ça fait 2x plus 1 moins y moins 1 plus 2z moins 3 égale 0. Je développe et je trouve que ça équivaut à dire ça. Qui est bien l'équation cartésienne du plan P. C'est l'équation cartésienne du plan. C'est AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Voilà, c'est l'équation cartésienne du plan P. 2B, le point H, il appartient à l'intersection, donc il appartient à la droite et au plan. Donc là, je vais remplacer X par
1 plus 2t, y par 2 moins t, z par 2 plus 2t, et j'obtiens ça. Je vais garder les équivalences. Donc ça va me donner, quand je simplifie, 9t égale moins 1, donc t égale moins 1 neuvième, et donc quand je vais remplacer t ici, ici et ici, je vais trouver x moins 2 neuvième, 1 moins 2 neuvième, c'est-à-dire 7 neuvième, je vais trouver y égale 2 moins t, c'est-à-dire plus 1 neuvième, donc 19 neuvième, et puis z égale 2 plus 2 fois moins 1 neuvième, donc moins 2 neuvième, ça fait 16 neuvième, donc h a ces coordonnées-là. Et puis le vecteur h, ben, je fais coordonnées de h moins coordonnées de a, ça me fait ça, donc ça, et après j'applique longueur à h, norme du vecteur à h, racine des coordonnées de h, donc x, y, z, c'est-à-dire x2 plus y2 plus z2. 256, 100, 121, que j'additionne, 477. Alors je prends donc racine de 477 sur racine de 81 qui fait 9. 477, j'écris que c'est 9 fois 53. Et donc ça fait 3 racines de 53 sur 3. Donc AH égale racine carrée de 53 sur 3. Suite du corrigé, question 3a. H et B appartiennent à la droite D. U est un vecteur directeur de D. Donc HB et U sont collinéaires. Donc il existe K appartenant à R tel que vecteur HB égale K vecteur U. 3B, AB scalaire U, c'est alors chal, AH plus HB scalaire U égale AH scalaire U. Alors ça c'est nul hein, parce que AH était orthogonal à U. Et puis plus HB scalaire U. Donc AB scalaire U égale HB scalaire U, c'est-à-dire égale KU, puisque HB égale KU scalaire U, donc ça fait K norme de U au carré. Donc, et comme le vecteur U est non nul, parce que c'est un vecteur directeur de la droite, puis de toute façon on avait calculé ses coordonnées, on peut diviser donc par norme de U au carré, et ça me fait K égale AB scalaire U sur norme de U au carré. Alors AB scalaire U ça fait moins 8, et la norme du vecteur U au carré c'est 4 plus 1 plus 4 égale 9, donc K égale moins 8 neuvième. Voilà. Vecteur HB, il a pour coordonnées moins 1, alors les coordonnées de B moins celles de H, donc ça fait ça. Et il est égal à moins 8 neuvième de U. Donc, et U, je connais ses coordonnées. Hein, et donc, de ça, on tire facilement que ça est égal à moins 8 neuvième, la première coordonnée de U, c'est 2. Que ça, c'est égal à moins 8 neuvième, la deuxième coordonnée, c'est moins 1. Et la troisième, c'est moins 8 neuvième de 2. D'où j'obtiens facilement que XH est égal à ça, YH est égal à ça, ZH est égal à ça. Et je retrouve les coordonnées du point H. Voilà. Alors maintenant, la question 4, eh bien, j'ai ce plan là qui contient A, H et C, puis j'ai la droite HB qui est orthogonale à ce plan, parce que c'est la droite D. Hein. Donc, ce que je peux dire, c'est que oui, HB est orthogonal à HA et puis à HC. Le volume de ce tétraèdre, ça va être l'aire de base fois la hauteur, autrement dit BH, divisé par 3. Donc A, c'est l'aire du triangle ACH. Le volume, il vaut 8 neuvième, donc il est égal à l'aire fois BH. Alors il faut calculer BH. Le vecteur BH, je connais les coordonnées H, celle de B, je fais la soustraction, je trouve que BH est racine carrée de ça, et puis un petit calcul me montre que ça fait 8 tiers. Donc quand je calcule le volume, c'est A fois 8 tiers, hein, parce que c'est, voilà, BH sur 3. 8 tiers sur 3, ça fait 8 neuvième, et je trouvais 8 neuvième, donc l'air est égal à une unité d'air en fait. Exercice 3, 1A, P de S égale 0,25 puisque c'est 25%. L'arc que je complète, ça c'est évident. P de F intéresse que je vais retrouver ici, on sait qu'on multiplie les probabilités. Donc P de F multiplié par P de S sachant F, 0,52 fois 0,4 égale 0,208. Dans la question D, on me demande P de F sachant S qui est égal à P de F intéresse sur P de S. P de F intéresse, je viens de calculer 0,208 sur P de S 0,25, ce qui me fait 0,832.
Et dans la question 1e, ce qu'on me demande, c'est P de S sachant F bar est égal à, donc, à P de S inter F bar sur P de F bar. Alors P de S que je connais est égal à P de S inter F bar plus P de S inter F que je connais aussi. D'accord? Donc je trouve P de S inter F bar qui est égal à 0,25 moins 0,208, c'est-à-dire ça, 0,042. Voilà. Donc le P de S sachant F bar, ça va être 0,042 divisé par P de F bar. Alors P de F bar, c'est 0,48. Donc on va multiplier par 1000, c'est 42 sur 480. Et ça, c'est évidemment inférieur à 0,1, puisque 40, il y a une erreur. Sur 480, c'est 0,0. Oui, c'est ça, c'est bon. Et ça, c'est inférieur à 0,1 parce que 180 multiplié par 0,1, ça fait 48 et 42 est bien inférieur à 48. Donc oui, le patron, il a raison de dire ça. Question 2A. 20 tirages de suite, indépendants les uns des autres. Pour chaque tirage, il y a 2 issues. La réussite si le salarié a suivi le stage et l'échec si le salarié n'a pas suivi le stage. La probabilité d'avoir suivi le stage, c'est 0,25. Donc X suit la loi binomiale de paramètres n égale 20, P égale 0,25. 2B, pour K compris entre 0 et N, on sait que X suit la loi binomiale, donc P de X égale K va être égal à K parmi N. P puissance K, 1 moins P à la puissance N moins K, puisque les paramètres sont N et P. Donc ici, N, P et K égale 5, donc P de X égale 5 est égal à K parmi 20, 0,25 puissance 5, 0,75 puissance 15, ce qui nous fait à peu près 0,202 à 10 moins 3 près. 2C, la fonction renvoie P de X0 égale 0 plus P de X égale 1 jusqu'à P de X égale K, c'est-à-dire la probabilité que X soit inférieur ou égal à K. Donc pour K égale 5, ça va renvoyer la probabilité que X soit inférieur ou égal à 5, c'est-à-dire 0,617 à 10 moins 3 près, c'est la probabilité que plus 5 salariés aient suivi le stage. Petit 3, alors en fait, il n'y a pas de réponse, c'est une question bizarre, il n'y a pas de réponse générale, parce que ça va dépendre du nombre de salariés, de la distribution des salaires, et puis parmi les salariés, de combien il y en a qui ont, suivant le salaire, combien il y en a qui ont suivi le stage ou pas. Je donne un exemple. En supposant que le salaire de chaque salarié soit le même. On part de 100 €, il y a N salariés, donc il y en a 0,5 N qui ont fait le stage. L'augmentation du total de leur salaire, ça va être 0,25 N x 5, c'est-à-dire 1,25 N. Et il y a 0,75 N salariés qui n'ont pas fait le stage. L'augmentation du total de leur salaire, c'est 0,75 N x 2, parce que c'est 2% d'augmentation, ça fait 1,5 N. Donc le total de l'augmentation des N salaires va être 1,25 plus 1,5, qui est égal à 2,75 N. L'augmentation moyenne, c'est donc 2,75 N sur N, c'est-à-dire 2,75%. Mais supposons par exemple maintenant que la moitié à 200 € gagne 200 €. Alors évidemment, c'est pour ramener à 100, je prends des petits salaires. 200 € et fait le stage. Et l'augmentation totale, ça va être de leur salaire, à eux tous, ça va être 200 fois 5 sur 100, multiplié par N sur 2, parce que c'est la moitié. N, c'est le nombre de salariés. Donc ça nous fait 1000 sur 100, ça fait 10 divisé par 2, 5N. Et que l'autre moitié a 100 € de salaire et n'a pas fait le stage. Donc l'augmentation totale, eh bien ça nous fera, comme ils vont, c'est 2%, 2N, ça sera donc 2N sur 2 égale N. Bon, l'augmentation totale des N salaires, ça va donc être 5N plus N, c'est-à-dire 6N. Donc la moyenne des salaires va être, de l'augmentation des salaires va être 6N sur N, c'est-à-dire 6 €, donc 6%. On voit que c'est complètement différent. Là, c'est deux cas particuliers, mais je pourrais en faire des tas d'autres.
D'accord? Donc pas de réponse générale, il faut connaître la grille des salaires, leur répartition, le nombre de salariés ayant suivi ou non le stage en fonction de leur salaire. Exercice 4, la limite de f de x en plus l'infini, ben, on garde que les termes de plus haut degré. Alors ce qu'on peut aussi, c'est les mettre en facteur, hein, on revient au même. Hein. Et donc on trouve moins 2. Donc la droite d'équation y égale moins 2 est une asymptote, c'est la réponse C. On peut remarquer qu'une des réponses proposées, x égale moins 2, de toute façon, ne pouvait pas être bonne parce que moins 2 n'est pas une valeur interdite. Vu qu'il n'y a pas d'ailleurs de valeur interdite parce que le dénominateur pour elle c'est x2 plus 1 et x2 plus 1 est strictement positif, ça ne bouge jamais. On termine le corrigé de cette épreuve. Grand f de x, alors petit f de x est continu, donc admet des primitives, définie à une constante près. Il suffit d'en connaître une. Bon, on peut remarquer que la dérivée d'un demi d'exponentielle x2, c'est la dérivée d'exponentielle u, ça fait u' exponentielle u. Donc le u' c'est 2x, alors sur 2, bien sûr, exponentielle x2, et je trouve x exponentielle x2. Donc, toutes les autres, ça va être celle-là, plus k, k appartenant à R. Comme je veux avoir f de 0 égale 1, et que ici, quand je remplace x par 0, ça fait 1 demi plus k égale 1 me donne k égale 1,5. Donc, la primitive, on sait qu'il n'y en a qu'une, hein, quand on rajoute une condition, et bien celle qui marche, c'est celle-là, et c'est la réponse D. On pouvait remarquer au passage que f de 0 pouvait. Avec A et B, on n'avait pas f de 0 égale 1. Voilà. Petit 3, f' elle est croissante sur 0,2, hein, ça c'est sur le dessin qu'on voit ça. Donc f est convexe sur 0,2. Hein, f est une fonction dérivable dont la dérivée est croissante. Donc c'est la réponse C. Alors, dans la question 4, petit f est continu, donc admet des primitives. Si f est une primitive de petit f, f' de x est égal à f de x, et f de x qui est bâti avec une exponentielle est toujours positive. Donc, grand f' de x est supérieur ou égal à 0, quel que soit x appartenant à R. Donc, grand f est croissant sur R. Réponse A. Pour la 5, on fait f de x égale 2 tiers de ln de x sur x2 multiplié par ça. Hein. Et ça tend vers 0, donc ça va tendre vers 1, ça tend vers 0. Donc 2 tiers fois 0 fois 1, la limite est égale à 0. Réponse D. Et pour la dernière, on fait un changement de variable en posant grand x égale exponentielle x. Dire ça équivaut à dire ça, parce que grand x au carré, c'est exponentielle x au carré, donc c'est exponentielle 2x. Le discriminant de cette équation, b2 moins 4ac, donc 1 plus 48 égale 49. Les deux solutions en grand X, ça va être moins b, donc moins 1, plus ou moins racine de delta, donc 7, hein, racine de 49 c'est 7, sur 2a, c'est-à-dire 2 fois 1, donc ça fait ici moins 4, et ici ça fait 3. Bon, mais grand X c'est exponentielle X. Exponentielle X égale moins 4, c'est impossible, parce qu'exponentielle X est toujours positive. Et ici, exponentielle X égale moins 3, il y a une seule solution, c'est X égale ln de 3. Donc finalement, l'équation exponentielle de x plus exponentielle X moins 12 égale 0 admet une seule solution, et donc c'est la réponse C.